Nous avons fait, en novembre 2019, la découverte d'un endroit qui nous a bouleversés. Vaisseau flottant dans les nuages, berceau d'un grand roman du XXe siècle, machine d'un imaginaire inépuisable, il accuse aujourd'hui un vide, une carence, un manque qui appelait nos esprits à le réinventer. Les minutes qui suivent racontent ce projet rêvé pour vous permettre de l'entreapercevoir, de saisir une partie de sa substance. Sa qualité première, son caractère inaccessible, lieu hors de tous les lieux, son aptitude à déployer l'imaginaire jusqu'à s'en faire le support tangible. Sa seconde qualité est d'être visible, de loin et de tous, surplombant le commun des mortels. On le voit d'ailleurs de si loin que c'est de ce loin qu'il faudra partir, et ce même loin qu'il faudra franchir avant d'y arriver. Nous vous proposons par la présente de reproduire ce voyage que tant d'âmes ont entrepris avant nous. Nous sommes Antoine Geiger et Auguste Ilkema, et notre projet s'intitule « Sur les épaules des géants ». On va vous emmener en voyage dans un lieu qui nous a pas mal secoué lorsqu'on l'a découvert au mois de novembre dernier. C'est un endroit perché dans les montagnes, en autarcie, et qui revêt un caractère éminemment volatile, puisqu'il passe son temps à disparaître et réapparaître comme un vaisseau dans les nuages. C'est la machine d'un imaginaire incroyable, puisqu'il a inspiré un grand roman, Le nom de la rose d'Umberto Eco, qui va nous servir pour asseoir non seulement les ambiances du projet, mais aussi son programme, puisque nous restituons là-haut un projet de bibliothèque. L'intrigue du roman, elle tourne autour de la bibliothèque qui faisait le rayonnement de ce lieu, car la Sacra di San Michele, c'est son nom en italien, était en son temps la plus grande bibliothèque romane, et donc un point de convergence dans toute l'Europe. On ne parle pas de n'importe quelle Europe, nous sommes dans le nord de l'Italie, à côté de Turin. On se trouve dans la vallée de la Suze, et l'abbaye aujourd'hui est occupée par seulement 4 prêtres, et menace d'être classée à l'UNESCO, et d'ainsi devenir un objet mort, cristallisé, comme tant de monuments qui sont mis sous cloche par la pression touristique. Nous avons souhaité, pour notre projet de diplôme, penser une alternative à cette logique, en déployant une nouvelle vie sur le site, qui pourrait cohabiter avec l'activité existante. L'idée donc serait d'accueillir la collection personnelle d'Umberto Eco, qui constitue 54 000 livres, et donc ceux dans un écrin dédié à la concentration, à l'écriture et à la recherche, pour s'installer dans ce lieu avec cette activité art religieuse qui viendra s'approprier le sentiment sacré qui imprègne déjà le rocher. L'ambition, c'est d'offrir un lieu capable d'accueillir le public pour la journée, mais aussi une base vie pour une dizaine de chercheurs en résidence pour des séjours plus longs, et donc de permettre d'habiter vraiment sur place. On voit ici l'emplacement exact du site, et si on se rapproche, on peut lire assez clairement le village de Sant'Ambrogio, accessible en seulement 15 minutes de train depuis la ville de Turin. Un chemin de croix, mais qui s'appelle la Mulateria, qu'on traduit par le chemin des mules, une grande ascension pavée de pierres multicolores, qui en 2 heures et 650 mètres de dénivelé permettra d'arriver là-haut, évidemment, la Sacra di San Michele, qui donc domine ce paysage de plateau à l'entrée des Alpes, comme pour nous y accueillir. Si on se rapproche encore un petit peu, on peut lire assez clairement le chemin d'accès par la crête sud, l'emprise de l'enceinte médiévale et cette même crête qui devient plus abrupte par le nord. On peut lire ici assez bien donc, ce mur d'enceinte dont je parlais à l'instant et les installations qui sont venues après le Moyen-Âge à l'extérieur de l'enceinte. Et toujours cette route qui aujourd'hui carrossable permet des interventions sur le site, dont une rénovation dont on va vous reparler, qui a été faite dans les années 2000. Mais avant peut-être d'entrer dans le projet, on voudrait vous parler d'une question d'échelle. Parce que c'était peut-être pour nous la manière de vous faire rentrer dans ce qui nous a le plus marqué lorsqu'on est allé là-bas, c'est-à-dire l'élasticité des tableaux qui se présentaient face à nous. Et on a démarré par une série de dessins, en fait. D'abord, l'objet livre, qui lui-même contient et déploie différentes échelles, qui, lorsqu'on le place dans la porte d'entrée vers l'abbaye, paraît déjà totalement insignifiant, cette porte elle-même étant travaillée dans un échelonnement d'échelles pour paraître toute petite sur la partie qui s'ouvre.
Cette porte d'entrée, lorsqu'on la replace dans la façade, on dirait un trou de souris. Et la façade paraît maintenant extrêmement imposante. Et pourtant, lorsqu'on replace la façade dans l'ensemble du corps de bâtiment, elle paraît totalement proportionnée. Les bâtiments semblent même dominer les éléments, dominer la roche, dominer la montagne sur laquelle ils sont implantés. Et pourtant, finalement, on se rend compte que c'est une petite excroissance qui couronne assez modestement le mont Pirkiriano, qui culmine à 900 mètres d'altitude. Et le mont Pirkiriano lui-même, si on le remet face aux Alpes et aux grands glaciers qu'on connaît tous ici en France ou en Italie, évidemment, on se rend compte qu'il est lui-même extrêmement anecdotique. Tous ces dessins sont à l'échelle, et c'était notre manière de vous permettre de vous rendre compte de ces élasticités, puisque là on l'a fait dans un sens, mais lorsqu'on est sur le site, cette sensation de zoom et de dézoom et de rezoom, elle s'opère constamment dans les deux sens. Et donc le gros enjeu du projet, ça sera de pouvoir travailler des tableaux à la fois à l'échelle vraiment du corps, extrêmement restreinte, et en même temps avec le grand paysage. On va maintenant s'intéresser au projet et à l'architecture. Le site aujourd'hui est accessible depuis le sud par le chemin de crête et se compose de 2 éléments. Une abbaye en bon état qui accueille encore aujourd'hui 4 prêtres et le sanctuaire, et un plateau de ruines, qui est le reste d'un rajout tardif détruit par les Français au XVe siècle. Depuis ce plateau, on peut regarder sur la façade nord-est, vers Turin, on aperçoit la vallée et la brume au loin. De l'autre côté, sur la façade sud-ouest, on regarde vers les Alpes, une vue assez impressionnante sur les montagnes. Donc aujourd'hui, on lit encore très clairement les restes de ces grands murs de refend qui structuraient cette construction et qui venaient se perdre, donc là on les voit en ruine, donc ces grands murs venaient se perdre dans le mur d'enceinte, aujourd'hui laissé seul sur le plateau. Donc ce mur d'enceinte, il matérialise l'interface entre ce plateau sacré, ce dedans et ce dehors profane, qui se manifeste en particulier par cette petite porte, donc on l'appelle la porte sur le ravin, et qui aujourd'hui est fermée, malheureusement. Et lorsqu'on se trouve à l'intérieur du plateau, on n'a qu'une seule envie, c'est d'outrepasser ce passage et de découvrir cet ailleurs qui se cache derrière. Donc le projet lui-même, il se développe autour de cette interface et on voit s'implanter d'une part et de l'autre du mur. Un premier socle prend l'empreinte du plateau et se glisse entre les murs de ruines, alors qu'un second, lui, vient s'agripper à la montagne et annoncer l'intervention à l'extérieur. Donc sur le plateau s'installe le programme principal, c'est celui de la bibliothèque et que l'on va nommer ici le dédale. Il est contenu dans une première tour qui trône au centre de l'intervention comme un objet aveugle et détaché de cette empreinte. Il faudra donc le contourner pour le saisir dans son entièreté. On voit naître la base d'une seconde tour qui abrite l'accueil de la bibliothèque et qui est prolongée par le scriptorium le long de la façade afin de rejoindre cette bibliothèque et d'en épouser sa forme. À l'extrémité du socle, on trouve le foyer, donc c'est un lieu de convivialité qui est réservé aux résidents et toujours en surplomb sur le paysage. On va maintenant monter au premier étage. On y découvre un auditorium. C'est un espace qui est accessible par le scriptorium, mais également par la terrasse en belvédère qui elle-même est desservie par un escalier monumental. Dans le prolongement du foyer, on trouve l'agapé. Donc cet agapé, c'est une cuisine partagée dans laquelle on se retrouve et où on peut manger tous ensemble. Cet espace, il est ouvert sur une grande toiture plantée et profite d'un potager qui est lui-même dédié aux résidents. Enfin, cette tour, elle est couronnée par ce qu'on a appelé le toit du monde. Il s'agit d'un petit cloître contemporain ouvert sur le ciel qui fait abstraction du paysage pour ne regarder plus que les nuages. Donc l'ensemble vient s'implanter sur la limite sud-ouest de l'existant et se sert de ce mur d'enceinte comme une base sur laquelle il s'assoit. Se posait alors la question de l'union de ce mur existant avec le projet. Nous l'assurons par un dispositif quelque peu particulier. Il s'agit d'une série de mâts et de filets qui sont agrafés sur la façade. Donc ils nous permettent d'attraper les nuages en fixant les particules d'eau de la brume. Ainsi, et c'est une chose à laquelle on tenait énormément dans le projet, on pourra se doucher avec l'eau des nuages.
Donc cette eau, elle est stockée dans des cuves à l'extérieur de l'enceinte. Et ces cuves elles-mêmes serviront de base au volume des cabines. Cette émergence accueille une dizaine de chambres réparties sur 3 niveaux. Il faut donc sortir hors de l'enceinte afin de rejoindre sa chambre, laissant ainsi au plateau les espaces collectifs. Un parcours prolonge le plateau depuis la porte sur le ravin et s'enrobe autour des cabines afin de rejoindre le sol et le chemin de crête. Vient se nicher dans ce parcours une cour distributive prise entre l'ancien et le neuf et qui prend la contreforme de ces immenses contreforts. Cette cour se prolonge elle-même par un escalier qui nous projette sur le vide et sur le paysage. Donc voilà pour l'implantation générale du projet, qui réinvestit cette partie du site jusque-là délaissée. Vous voyez maintenant une première élévation qui permet donc de saisir l'enjeu de ces attrape-nuages, puisqu'on se rend compte qu'ils viennent retrouver, en tout cas restituer, la proportion de ce mur d'enceinte effondré. Et peut-être d'ailleurs qu'on va démarrer par cet élément-là d'architecture pour saisir l'échelle de l'intervention, parce que jusqu'ici c'est assez difficile, on a des murs de 2 mètres d'épaisseur dans l'existant, donc on se rend compte que ces mâts, qui paraissent assez petits finalement, en tout cas anecdotiques sur cette élévation, ils font quand même 8 mètres de haut, et on en a placé 18 sur la façade, permettant de récupérer 100 litres d'eau par filet, soit 1800 litres d'eau par jour. C'est des calculs qu'on peut faire assez simplement en allant regarder ce qui se passe au niveau des hauts plateaux péruviens et où l'agriculture se sert de ces systèmes qui sont extrêmement simples à mettre en œuvre avec des mailles desserrées. Et on s'est donc rendu compte que dans des filets d'à peu près 5 mètres par 2, donc les proportions à peu près similaires, on peut récupérer 100 litres d'eau par jour. C'était extrêmement important pour pouvoir continuer d'alimenter le site en eau pendant la période de l'été qui est extrêmement sèche. L'importance aussi de ces éléments, c'était de comprendre leur impact sur finalement le visage de l'abbaye aujourd'hui et leur capacité soit justement à être extrêmement proéminent lorsque le soleil passe au sud-ouest ou totalement invisible et extrêmement aérien. Et d'ailleurs, ce langage aérien était aussi quelque chose qu'on a beaucoup développé dans nos recherches au départ, avec cette idée du vaisseau dans les nuages. Et donc, nous avons souhaité, à travers ces éléments, convoquer cet imaginaire avec ses structures au banné et ses grands mâts en bois, comme si on était vraiment à la proue du bateau lorsqu'on travaille dans le scriptorium. Donc on est ici sur la façade sud-ouest, comme on le voit sur le petit plan de repérage en bas, et on voit bien cette volonté d'insérer le projet à l'intérieur du plateau, et de se servir de ce mur comme assise, et de le prolonger dans sa matérialité pour en faire la base du bâtiment des cabines. Donc, si on tourne autour de ce mur d'enceinte, donc nous envisageons de construire avec un schiste noir qui nous permet de composer des volumes assez massifs avec une pierre locale. Cette massivité extérieure nous amène à venir chercher la lumière zénitale pour offrir un éclairage naturel et abstrait dans tous les espaces intérieurs. Cette même volonté de massivité s'applique au volume des cabines, avec cette contrainte supplémentaire de vouloir offrir de larges vues sur le paysage. Pour ce faire, nous sommes venus développer un système de volets qui s'ouvre lorsque les chambres sont occupées et qui se referme pour préserver cette massivité. Si on tourne encore un petit peu, on lit bien la connexion qu'opèrent les cabines entre le plateau et le chemin de crête. Enfin, lorsqu'on arrive sur le plateau par le nord-est, la bibliothèque se dresse face à nous, seule, comme pour nous accueillir. Maintenant, vous voyez le petit plan de repérage devenir finalement notre plan masse, et vous repérez donc en rouge, maintenant vous commencez à avoir une certaine compréhension donc des volumes qu'on vient insérer comme ça dans l'empreinte des ruines. Et peut-être qu'on va pouvoir parler de l'accès. C'était extrêmement intéressant pour nous de réutiliser ce cheminement, puisqu'aujourd'hui il est en fait très peu valorisé, il est juste utilisé comme une sortie pour la fin du parcours touristique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on va parcourir, traverser tout le corps abbatial, évidemment, parce que c'est ce qui fait aujourd'hui l'économie touristique de ce lieu, pour finir sur ce plateau de ruines qui permet vraiment d'apprécier le paysage et en fait rentrer un petit peu discrètement comme ça chez soi par l'arrière. Ce qu'on a décidé de faire, c'est de le retourner pour 3 raisons.
Déjà parce que simplement ça nous permet d'avoir un accès spécifique à ce programme-là qui est donc dissociable du programme abbatial, donc conférer une certaine indépendance à la bibliothèque. L'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, qui est donc le fruit de cette fameuse mise aux normes des années 2000 et qui était extrêmement structurant dans notre choix du lieu. Et le troisième point, c'est ce dont Auguste vous parlait juste avant, c'est cette fameuse arrivée par le sud-est dans l'ombre de la Sacra, dans la contre-plongée de cette bibliothèque qui, du coup, devient le dernier obstacle avant ce grand paysage des Alpes qui donc est vraiment sur la façade opposée. L'autre point, c'est cette tour de la bibliothèque qui non seulement se présente face à nous, mais le choix de la présenter ainsi reprend un pli déjà existant sur le site qu'il y a au niveau des marquages au sol et qu'on a décidé d'amplifier puisqu'il fait le lien entre ces grands contreforts et la fameuse porte sur le ravin qui donc devient une articulation essentielle du projet puisqu'au lieu d'avoir un cul-de-sac sur ce plateau de ruines, finalement on le transforme en une traversée qui peut continuer donc sur ce chemin de crête que l'on retrouve grâce au bâtiment des cabines qui descend retrouver la roche. On va maintenant pouvoir rentrer dans le plan du rez-de-chaussée. Donc nous sommes ici vraiment au niveau 0, de plein pied avec le parvis haut. Ce qu'on peut voir, c'est un réseau de rampes, donc fruit de cette fameuse intervention de mise aux normes dont je vous parlais. Et donc l'idée était d'accéder aux éléments du programme, non pas par le parvis qui est ainsi créé face à la tour du Dédale, mais par un ultime retournement dans la pénombre de ces contreforts entre lesquels on vient serpenter, et d'arriver dans un patio qui nous propose deux possibilités. Donc on se retrouve face à deux grandes arches en briques d'environ 5 mètres de haut, avec des grandes portes en bois qu'on vient insérer dedans, une à gauche et une à droite. Celle de gauche nous donnera accès à la séquence initiée par le foyer réservé aux résidents et qui desservira tous les autres espaces qui leur sont dédiés. Et à droite, la partie plus publique avec le hall de la bibliothèque, le scriptorium et enfin le dédale qui finalement s'avère être l'élément à la fois le plus ostensiblement visible et présent et en même temps le plus inaccessible, le plus mystérieux et le plus échelonné dans la profondeur. Et donc c'était extrêmement important pour nous de positionner cet élément ainsi dans la lignée de toutes les ambiances qui peuvent être à la fois perçues sur le site ou décrites par Umberto Eco au travers de son œuvre. On va démarrer peut-être par une exploration du programme de la bibliothèque et pour ça on va vous demander un exercice un peu particulier de projection. Vous êtes en résidence ici à la Sacra et il est 8h30 et vous allez vous mettre au travail puisque vous suivez un rythme de vie assez monastique et puisque le lieu est ouvert à partir du moment où il fait jour puisque nous sommes éclairés par la lumière du soleil, vous démarrez à 8h30. C'est votre moment préféré puisque le soleil ne rentre pas encore directement par les grandes baies sur le paysage. Au contraire, il vient se refléter contre la barrière des Alpes qui est légèrement rosée et s'engouffrer dans ce grand puits de lumière qu'on voit ici. Et donc on vient chercher la lumière tout là-haut pour la faire glisser sur cette paroi qui se transforme en plafond et s'évase et se rétrécit pour diriger l'œil comme un canon visuel directement sur le paysage. Donc on se retrouve avec un hall d'entrée qui est assez pluriel puisqu'il a à la fois les proportions d'un grand hall avec 4,50 m sous plafond et en même temps invite à s'enrober autour de la base de ce volume de la tour pour aller suivre le paysage dans des proportions plus proches du corps. Puisqu'on est dans la première tour, on en profite pour voir ce qu'il se passe au-dessus. Au premier niveau, donc on retrouve l'auditorium dans lequel, admettons, un de vos collègues est invité pour présenter son travail à 14h et donc répète face au paysage, puisque cet auditorium se fait davantage un observatoire du paysage, car il bénéficie lui aussi d'une énorme baie qui permet de plonger dans les Alpes littéralement, qu'on peut imaginer pouvoir occulter assez facilement avec un écran et un projecteur. L'intérêt de cet auditorium, il est double. Il est à la fois de pouvoir donc doter la bibliothèque de ce programme supplémentaire, qui est très important lorsqu'on parle d'un endroit dédié à la recherche, mais il est aussi accessible, comme vous disait Auguste au tout départ, par l'extérieur. Vous voyez, on a un accès ici par la gauche qui vient du scriptorium et un accès par le grand belvédère. Et donc on peut imaginer aussi le dédier à des programmes qui sont totalement déconnectés de la bibliothèque et qui, au contraire, justement, viendraient peut-être se rapprocher de toutes les programmations musicales qui aujourd'hui font vivre l'abbaye
pendant l'été. Ils font vraiment venir les gens là-haut, et donc c'est extrêmement vivant. Au-dessus, nous trouverons l'agapé, cette cuisine dans laquelle on se réunit, on se trouve tous ensemble, et qui sera symbolisée par une personne. Vous voyez cette personne qui cuisine, et qui en fait cuisine pour la communauté. Et ça n'est pas simplement un cuisinier. L'idée serait d'avoir un référent, quelqu'un qui soit vraiment beaucoup plus qu'un gardien, qui soit la personne autour de laquelle, à l'image de l'agapé, s'articule, se construit cette vie en communauté dans ce lieu, en autarcie, loin de tout. Et donc, quoi de mieux que de symboliser ça autour du repas, donc le lieu de convivialité par excellence. Enfin, le toit du monde, ce petit cloître qui finalement nous prive de la vue pour se concentrer sur le ciel, où l'on voit ici un personnage répéter son concerto de contrebasse par exemple. Mais bon, depuis qu'on discute, il est déjà 10h10 et on va vous retrouver, puisque vous avez déjà pas mal avancé dans vos recherches, donc dans le scriptorium, précisément ici. Voilà, c'est votre table. Vous êtes stratège, vous avez pris la 6e table, c'est celle qui est la plus proche de l'accès aux archives, puisque vous allez effectuer ce mouvement d'aller-retour entre votre espace de travail et les archives dans lesquelles vous allez puiser tout ce savoir que vous constituez. Votre tablette, elle est assez simple, comme toutes les autres tablettes, elle est juste enchâssée, prise dans l'ébrasement de la fenêtre et continuée derrière le vitrage par la lège du mur existant, comme pour inviter l'esprit à vraiment sortir et se perdre dans l'immensité de cette vue qui change au fur et à mesure que la journée évolue. Ce fameux accès à la bibliothèque, il est pensé comme un resserrement supplémentaire de l'espace. En descendant 6 marches, on va tourner le dos au paysage et le plafond va redescendre une ultime fois pour ne laisser plus qu'une toute petite porte qui elle-même ne laissera passer qu'un seul corps. Et une fois franchie, on va voir l'ensemble de l'espace se déployer sur 12 mètres de hauteur. Et on va se retrouver face à cet objet entièrement menuisé, une architecture dans l'architecture, véritable tour de livre inspiré des ziggourats du Moyen-Orient, et autour de laquelle on viendra s'enrober dans un mouvement quasi processionnel vers la lumière zénithale. Et encore une fois, cette lumière qui glisse le long des murs, en laissant flotter un plafond épais, en surplomb. L'intérieur, il est travaillé comme un envers, presque comme un cénotaphe, coupé de la lumière, et dans lequel on pourra retrouver par exemple les ouvrages les plus précieux de la collection d'Umberto Eco, puisqu'on sait qu'il avait en sa possession des manuscrits extrêmement rares. L'ensemble pourrait accueillir un peu plus de 70 000 ouvrages, et donc on peut imaginer compléter la collection des 54 000, et donc ainsi enrichir le fonds du sémiologue, comme on le fait souvent d'ailleurs dans les fondations et les collections rendues publiques. Voilà, là on a fait le tour de la partie bibliothèque, donc vraiment le cœur de l'activité que crée ce projet sur le site. Et on va maintenant s'intéresser peut-être à la vie en communauté qui s'opère. Il est 12h, vous commencez peut-être à avoir faim. Et donc vous allez évidemment faire un arrêt par le foyer. Et pour ce faire, toujours dans cette optique de l'échelonnement en profondeur, vous allez d'abord passer par une étape un tout petit peu particulière. Donc on entre dans ce patio qui paraît être creusé quasiment dans la brique dure, où on voit des morceaux de roche sortir du sol, re-rentrer dans le mur. Vous pouvez entendre l'écho de vos pas, il fait encore humide. Et vous allez vous arrêter par ce placard pour vous délester simplement de votre sac, votre manteau, vos chaussures, et entrer par cette petite tête d'épingle, allégée donc de tous vos objets personnels. Le foyer, il porte son nom pour une raison simple, c'est que trône en son centre une grande cheminée qui est délibérément, non pas encastrée dans le mur, mais vraiment un élément quasiment comme une sculpture autour de laquelle viendra s'articuler la vie dans cette pièce. On a essayé de travailler aussi l'épaississement des ébrasements des fenêtres pour permettre d'accueillir tout un tas de niches dans lesquelles on va pouvoir à la fois trouver des livres, des endroits dans lesquels s'asseoir auprès de la lumière. Et dans cette même optique, on retrouvera à peu près partout dans le projet des creusements comme ça, quelque chose qui est dans la masse. Si on regarde la coupe, on se rend compte aussi de l'importance de cette double hauteur dans l'espace du foyer pour conférer un espace un peu plus introverti, c'est-à-dire qu'en préservant les mêmes baies que dans le scriptorium, celles qui
vraiment plongent vers le paysage. Cette fois-ci, elles sont amoindries par cette plus grande proportion de l'espace qui donc regarde moins vers l'extérieur et donc est plus tamisée, plus apte peut-être à se réunir. Cette double hauteur, elle permet aussi de desservir donc la mezzanine. Donc on a évidemment tout ce qui se passe au niveau du salon, mais on a une mezzanine donc, qui continue cet espace et au-dessus duquel le plafond vient passer, et qui invite à arriver vers un escalier qui va nous mener donc à la fameuse agapée. Donc tout ça, en fait, c'est une séquence en enfilade. Pour chaque programme, il va falloir traverser chaque pièce pour accéder au programme suivant. Cet agapé, c'est un endroit très particulier dans le projet puisqu'il ne regarde non pas les Alpes, mais ce potager nourricier avec lequel il est donc vraiment en interface, ils sont liés tous les deux. Et une particularité qui est que l'élément qui donne la vue n'est pas l'élément qui donne l'accès. On voit bien la trémie de l'escalier nous séparer de ce possible que présente la baie pour sortir dehors et au contraire on va devoir emprunter cette petite chicane ici pour sortir dehors qui, comme dans tous les autres plans de niveau qu'on voyait, viendra tirer parti de cette idée du carré dans le carré qui permettra de donner soit des distributions, soit des puits de lumière. On le voit d'ailleurs bien ici dans la coupe. On a ici la trémie de l'escalier qui vient répondre à ce puits de lumière sur donc la face différente du puits de lumière qu'on a au rez-de-chaussée. Si on monte encore d'un niveau, on va enfin retrouver le toit du monde, qui est travaillé donc comme un élément entièrement minéral, avec ses parois qui sont comme creusées, comme cannelées, qu'on imaginait en terre cuite émaillée, et dans lesquelles le vent viendrait s'engouffrer pour siffler et peut-être attirer l'attention aussi sur des éléments plus impalpables qui pourtant vraiment font l'âme du site. L'autre point aussi de cet endroit, c'est que c'est un des rares dans l'intervention contemporaine qui se concentre sur le corps de bâtiment existant en quasiment en le propulsant vers le ciel, en le déracinant totalement et en le regardant comme ça, magnifique en contre-plongée. On a maintenant une bonne compréhension de ce qui se passe sur le plateau. Donc, si on replace cette séquence dédiée aux résidents dans l'ensemble de l'intervention, on voit comment elles viennent s'imbriquer tous les deux. Alors, pour résumer, on retrouve donc le foyer, le potager, l'agapé et le toit du monde, toute cette séquence assez exclusive, réservée aux résidents, donc aux 10 personnes, pas plus, qui vont venir travailler sur le site. Une partie donc beaucoup plus publique, dans laquelle on peut imaginer avoir des personnes qui viennent juste pour la journée aussi, donc composée de l'auditorium et du scriptorium. Et maintenant, on va vous parler évidemment de ce qui se passe dehors, là-bas, avec le volume des cabines. Mais avant cela, peut-être l'occasion de revenir sur la position du dédale. Il y avait une volonté assez forte dans le projet de ne pas coller justement les espaces de communauté et les espaces d'intimité, puisqu'on aurait pu avoir ce réflexe, avoir les espaces vraiment réservés aux résidents et la bibliothèque de l'autre côté. Or, il était pour nous vraiment important de faire en sorte que ce dédale soit l'élément qui viendra régir vraiment un mouvement quasiment pendulaire entre les espaces de communauté et les espaces d'intimité, et qu'il était extrêmement important de les éloigner au maximum justement pour faire en sorte que le dédale, cet élément le plus, comme je disais au départ, ostensiblement visible, présent, vécu, ressenti et inaccessible, soit toujours présent dans notre manière d'arpenter le site et de régir le quotidien qu'on a sur le site et ces allers-retours qu'on va faire entre notre cellule privative et les espaces dédiés à la construction d'une communauté. Et donc, il est déjà 20h30. Et il est l'heure pour vous d'aller rejoindre votre cabine en empruntant cette petite porte sur le ravin dont on parle depuis le départ. Cette petite porte sur le ravin, une fois franchie, donne accès à une émergence en pierre, la même pierre de schiste que l'intervention, qui se trouve au même niveau que le plateau et qui vous projette quelque part à l'extérieur. Sur cette émergence de pierre vient se poser une passerelle en bois, qui a une particularité, c'est celle de ne pas avoir de garde-corps. À la place, de grands mâts horizontaux reliés par des filets assurent cette fonction en amplifiant le sentiment de vertige.
Vous avez l'impression de voir ce sol qui se dérobe sous vos pieds comme une ultime mise en danger avant de pouvoir retrouver la sécurité de vos cabines. Donc la passerelle, elle vient se poser sur le socle pour ensuite s'élancer dans le vide. Et elle rappelle la matérialité de ces attrape-nuages présents sur le plateau. Elle annonce également celle des cabines et de ses volets, qui sont en réalité de grands panneaux de bois qui occupent toute la hauteur d'un étage. Ils sont actionnés par un système de contrepoids qui cache derrière eux de grandes baies et qui se révèlent lorsqu'elles sont ouvertes. On voit bien comment le bâtiment des cabines embrasse la montagne, à l'image de tout le reste du site. 3 niveaux enrobent ainsi la roche qui dictera la morphologie des espaces intérieurs. Si on regarde le plan, on comprend comment la passerelle se transforme en un escalier pour amener à la petite cour distributive. Elle-même vous mène à votre chambre. Vous avez de la chance, c'est à ce niveau-là qu'on trouve les plus spacieuses. Elles sont toutes conçues sur un seul et même principe. C'est un espace minimal, dans le prolongement de grandes baies, cernées par des parois menuisiers qui intègrent toutes les parties servantes et les pièces d'eau. Donc, au niveau inférieur, on retrouve la chambre de votre collègue qui faisait sa présentation à l'auditorium et qui, dans sa cabine, profite des derniers rayons du jour pour reprendre ses notes. Donc on remarque la réduction des espaces distributifs qui sont causés par la pénétration de la roche à l'intérieur de ces espaces. Au niveau le plus bas, l'espace est grignoté davantage par la montagne et ne laisse la place pour l'accueil de 2 chambres seulement, ainsi qu'une buanderie collective qui profite à tous les habitants. On va maintenant se concentrer sur une chambre type, c'est la vôtre. Comme toutes les cabines, elle dispose d'un sas qui l'isole de l'extérieur. La pièce centrale est ainsi libérée de toutes les autres fonctions pour n'accueillir qu'un seul élément de mobilier. Ce dernier réunit le lit, le bureau et la table de nuit en un seul et même élément. Les parois coulissantes menuisées permettent de s'isoler totalement et de concentrer l'intensité sur les grandes baies qui font 2,20 m sur 2,80 m. Un autre élément important à rappeler, c'est ce plafond qui remonte à l'approche du paysage pour faire non seulement entrer la lumière, mais également dissocier un espace plus intime et plus resserré au niveau du lit. Enfin, il est déjà 22 h et assis au bureau, on ne voit pas où s'arrête ce plafond. On a l'impression que les montagnes entrent dans la chambre ou bien qu'elles nous aspirent vers elles, enfin, on ne sait plus trop. En tout cas, la Sacra, elle est déjà loin. Plus rien n'existe. Le lieu prête maintenant à la concentration, à la contemplation, et en fin de journée, entre chien et loup, le silence et la pénombre nous confondent dans l'immensité de ce paysage. C'est très important ce qu'Auguste vient de mentionner, parce que ça montre combien il était essentiel d'implanter ces cabines hors de l'enceinte. C'est bien plus qu'une simple figure rhétorique autour de l'idée, du mur d'enceinte et de l'interface. C'est vraiment l'importance de propulser l'espace le plus intime, le plus solitaire, en dehors du site. Et donc de traverser cette enceinte physiquement et psychiquement pour se retrouver seul face aux montagnes et se délester de la densité qui occupe le plateau. Cette idée de polariser les cabines et les espaces communs, elle est lisible au-delà de la stricte intervention que propose le projet. Elle se lie aussi, et c'est tout le sens de ce cadrage plus large, à l'échelle de toute l'abbaye, puisque les cellules des prêtres se trouvent, elles aussi, à l'autre extrémité, accolées à leur nef comme nous nous accolons à la nôtre. Finalement, le projet s'avère représenter un décentrement de l'attention, jusqu'ici concentré sur le corps abbatial, en installant un nouveau voisin. Une interprétation contemporaine du sacré, centrée sur l'expérience, le ralentissement, la concentration et la contemplation. Ce nouvel occupant ouvre désormais un chapitre nouveau pour le site, porté par les chercheurs et les cherchants. Je vous remercie.